Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Je reçois aujourd'hui Gaëtan Sanchez, cofondateur du bar à jeux Tire-toi une bûche. Ce bar à jeux a la double particularité de mettre l'accent sur la cuisine, en proposant de délicieux tapas, et d'augmenter l'expérience ludique avec des salles de défis. Le résultat, c'est un lieu dans lequel on a envie de revenir pour le faire découvrir à nos proches. Et ça, c'est typiquement le genre d'expérience mémorable que je trouve intéressante d'analyser pour en décrypter les ingrédients. Dans cette première partie, on évoque ensemble la construction du projet, de l'idée à l'ouverture du lieu. Bonjour Gaëtan, bienvenue dans le podcast. Salut. Et merci de venir. Pour commencer, j'aimerais te poser la même question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter le projet dont on va parler aujourd'hui? Ouais, du coup, moi je suis Gaëtan Sanchez. On s'est connus en faisant nos études de neurosciences. Et je suis cofondateur d'un bar à jeux sur Lyon qui s'appelle Tire-toi une bûche. Donc c'est un bar à jeux avec un sous-titre qui est cuisine et bar à jeux, parce qu'on fait aussi de la cuisine maison. Et on a des animateurs qui viennent expliquer les jeux de société aux tables. Et on a aussi des salles de défis, donc c'est un concept un peu multi-divertissement, quoi. Et on est trois à avoir créé le lieu ensemble il y a 3 ans. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, moi je travaille bien sûr toujours dans le bar, je travaille dans l'animation et dans la gérance du lieu. Et puis je fais se développer le projet, développer tous les événements du projet et gérer aussi toute l'équipe, quoi, parce que maintenant on a 10 salariés qui travaillent avec nous dans la structure. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça après tes études en neurosciences? Alors, après mes études en neurosciences, j'ai pas mal vadrouillé, j'ai fait beaucoup de post-doc, et en revenant sur Lyon, j'avais surtout envie de rester sur Lyon, et je commençais aussi, en plus de mes enseignements à l'université, je commençais à me former aussi beaucoup à l'éducation populaire, et j'avais très envie d'avoir un lieu, quoi. Donc si ça n'avait pas été professionnellement, ça aurait été, je pense, associativement. C'est aussi à peu près au même moment où j'ai rencontré Alexandre, qui est un des 2 cofondateurs aussi, qui travaille avec moi. Augustin, qui est le 3e que je connaissais déjà d'avant, lui a commencé à partager son envie de changer de métier et d'ouvrir vraiment un lieu. Au début, ça a démarré en blague, et puis finalement, tous les 3, on s'est retrouvés autour de ce concept de bar à jeu, parce que le jeu nous plaisait bien comme aussi moment. Le moment de jeu, c'est un peu un moment où tu rencontres les gens. Alex, on s'est rencontrés autour d'un jeu. Il y a tout un truc comme ça qui pour nous faisait sens. Et puis ça donnait aussi une liberté folle de se dire si on monte quelque chose à 3, ça fait moins peur. Du coup, moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais monté tout seul. Et en fait, je pense que ça correspondait un peu à une coïncidence de cette rencontre-là qui est très belle, et puis avec ces 2 personnes-là, et un moment de ma vie où moi j'étais un peu en train de décider de faire autre chose, quoi. En tout cas de rester un peu sur Lyon, quoi. Et du coup, ce truc qui a démarré en blague au début, s'est transformé en réalité quand on a commencé à vraiment poser les chiffres sur la table, et qu'on s'est dit mais oui, en fait, si on fait comme ça, c'est possible, ça marche, ce serait possible d'en vivre. Et du coup, on a commencé à lancer un peu le projet comme ça il y a 4-5 ans. Et ça tombait à peu près aussi au moment du Covid. Donc il y a toute cette crise du Covid-là qui a failli remettre en question le projet. Mais finalement, on l'a traversé, et puis on a ouvert le bar du coup fin 2021, donc vraiment juste à la sortie de la crise, quoi. Ok. Et du coup, en quelques mots, parce que j'imagine que c'est très large, mais toi, qu'est-ce qui te stimule dans ce projet en particulier? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que déjà par rapport au travail que je faisais avant, le travail de chercheur, qui est quand même un travail, même si c'est un travail assez communautaire, c'est un travail où tu es quand même solitaire la plupart du temps, et tu es aussi souvent au bureau, en tout cas pour mon type de recherche à moi, donc au bureau devant un ordinateur et tout. Donc déjà rien que le fait
d'avoir un contact permanent avec les gens qui viennent dans le bar, avec les gens avec qui je travaille tous les jours. Ça change la donne, quoi, vraiment. Et aussi, la valorisation de ton travail, elle est immédiate, quoi, dans le restaurant, dans le bar, parce que c'est vraiment à la fin de tes 8 heures de travail, donc à la fin du service où tu as les personnes pour qui tu as travaillé, donc les clients qui sont là, qui te font un retour immédiat sur à quel point ça leur a plu, à quel point c'était génial et tout ça. Et ça, je pense qu'il y a très très peu de boulot où vraiment à chaque fin de journée de travail, tu as la reconnaissance immédiate de ce que tu as fait toute la journée, quoi. C'est-à-dire leur proposer de l'animation, leur proposer de la nourriture, leur proposer à boire et savoir un peu qu'est-ce que ça leur a fait à eux, quoi. Ouais. Ça, c'est extrêmement rare, et puis c'est beaucoup plus... Dans la recherche, tu peux l'avoir aussi, mais c'est à plus longue échelle, qu'on va dire. Donc tu laisses un peu ta trace avec tes papiers, avec des trucs. Parfois, on revient te contacter sur telle étude et tout. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Et puis du coup, effectivement, ça devient quelque chose d'un peu plus concret, du coup, ce que tu fais au quotidien. Et je trouve que tu retrouves une énergie un peu créatrice, un peu plus forte, quoi, plus facilement. Ouais. Dans ce que tu dis, j'entends aussi la question du sens. Du coup, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire et à qui ça va bénéficier, quoi. Ouais, il y a ça, c'est sûr. Ouais, c'est un peu cliché, mais retrouver un sens à ce que tu fais, tout ça. Mais même plus loin, je trouve que moi, c'était aussi un contact qui me manquait, quoi. Un contact avec les gens, et puis un lien direct entre l'idée que tu as au début, la manière dont tu l'as créée, et puis ensuite l'effet qu'elle a et comment ça résonne, tu vois, avec les gens qui sont là, quoi. Ça peut être effectivement avec les clients parce qu'ils vivent l'expérience de Tire-toi une bûche au quotidien, tu vois, mais ça peut être aussi avec l'équipe, tu vois, comment tu fais une équipe soudée, comment tu travailles ensemble alors que les gens n'ont pas du tout les mêmes métiers, les gens qui travaillent en cuisine, les gens qui travaillent au bar, les animateurs. Chez nous, c'est un peu spécifique. Il y a vraiment des gens qui travaillent pratiquement que en animation, c'est-à-dire que toute la soirée ils sont là, ni pour te vendre des bières, ni pour te vendre de la nourriture, ils sont là pour t'animer, toi et ta table, quand tu viens en tant que client chez nous. Donc c'est une relation particulière. À la fin du service, tout le monde a pris part un peu à l'expérience, tu vois, complète, ouais. Mais chacun avec un petit ouais, de son côté, quoi, une petite action spécifique, quoi. Ok, cool. On va en reparler vraiment dans le détail de tout ça. Du coup, moi, c'est un bar que j'ai testé à plusieurs reprises qui m'a marqué. Alors, évidemment, d'une part parce que je te connais, mais j'ai l'impression qu'il est différent des autres, qu'il y a quelque chose d'original et de mémorable intrinsèquement dans ce bar. On va en discuter juste après. En tout cas, voilà, moi, c'est une expérience qui me reste. À chaque fois, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de faire découvrir le lieu à d'autres personnes autour de moi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans ce lieu, tu l'as dit un petit peu, mais il y a différents aspects. Il y a l'aspect bar, il y a l'aspect jeu de société, donc qu'on retrouve dans plein de bars à jeux. Et puis, ce dont tu n'as peut-être pas encore trop parlé, c'est la partie salle de défi, qui est un aspect beaucoup moins classique, qu'on voit, enfin, qui fait plus penser à une logique escape game, un peu, mais qu'on retrouve, enfin, on retrouve pas. C'est rare en fait d'avoir tout ça au même endroit. Et du coup, je me demande comment ça vous est venu en fait cette idée d'associer tout ça, de créer ce lieu avec ces particularités-là, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que par exemple pour les salles de défi, donc c'est une espèce d'escape game très court qui dure 15 minutes, où tu joues en équipe, en coopération, le but c'est de faire le meilleur score. Maintenant d'ailleurs il y a un terme, c'est active game, je crois. Okay. Escape game, parce que t'as pas besoin de t'échapper, c'est juste tu fais le score. Oui, c'est pas des énigmes. Pour des gens qui connaissent pas, c'est plus vraiment du défi, quoi, salle de défi. Style un peu les épreuves de Fort Boyard, des trucs comme ça, très courts et en coopération ou non, en tout cas tu dois faire un score le plus haut possible, quoi. Et ça déjà c'est quelque chose, je pense que si on n'avait pas rajouté au concept, je pense qu'on n'aurait pas ouvert de bar à jeux sur Lyon. Parce que déjà, Lyon, c'est une ville très ludique, quoi. Il y a beaucoup de bars à jeux, il y a beaucoup d'auteurs de jeux de société sur Lyon. Okay. Il y a toute une communauté, ce qui est très chouette et tout. Mais du coup, je pense qu'on n'aurait rien apporté de plus avec un bar à jeux différent de Tire-toi une bûche, quoi. Et du coup, comme dans la construction de Tire-toi une bûche, on a vraiment, tous les trois, on a vraiment exploré tout ce qui nous
tout ce qui nous plaisait nous, en allant vraiment visiter plein de lieux partout en France, bon sur Lyon bien sûr, mais partout en France, de lieux qui nous plaisaient quoi. Et notamment on est monté à Nantes voir le bar qui s'appelle La Pioche, où eux aussi ils ont un concept aussi de salle de défi un peu comme ça. C'est un bar à jeux coopératifs, donc il y a plein de jeux coopératifs, et puis les salles de défi sont aussi des jeux coopératifs. Et on a testé ça avec d'autres gens, puisqu'on n'était que deux pour le tester, donc on s'est mixé avec d'autres gens, on a passé une super soirée, on a vu que ça relançait ta soirée un petit peu, ça te permet de rencontrer les gens d'une manière différente, ces salles de défi là. Donc quand on est sorti de ça, on s'est dit, c'est sûr et certain qu'il faut qu'on ait un concept un peu similaire dans le bar quand on le créera sur Lyon, quoi. Ça c'était l'époque de la création, quoi. Mais si vous êtes, petite parenthèse, hein, si vous êtes allé à Nantes, c'est parce que, je sais pas, vous avez fait une recherche sur internet, vous avez trouvé, il y a un bar à jeux exceptionnel là-bas, ou comment ça s'est passé? Ouais, on connaissait, on en avait entendu parler, okay. et on voulait tester justement cette ambiance-là, comment c'était géré. On connaissait les Active Games, donc c'était petites salles de défi, il y en a plein. Souvent c'est présenté dans des grands centres, et t'as plein de salles les unes à la suite des autres, et t'as 1 heure et tu fais toutes les salles que tu veux. Okay. On connaissait ce principe-là, on connaissait les escape games, que tout le monde connaît, voilà, ça dure plus 1 heure, tu dois t'échapper de la salle. Et on connaissait les bars à jeux, mais par contre on ne savait pas comment ça interagissait ensemble, est-ce que c'était facile à gérer, est-ce que ça venait pas casser ta soirée, toi t'es en train de boire une bière, de jouer à un jeu, et puis c'est le moment de ta salle de défi, il faut que tu partes 15 minutes jouer avec ton équipe ou d'autres gens, et puis que tu reviennes 15 minutes après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est chouette à faire? Ou est-ce que ça marche que à Nantes, tu vois? Et du coup, on allait le tester déjà pour avoir l'expérience, nous, de comment ça se passait, quoi. On a passé une super soirée. Et puis, on a vu effectivement la limite, on discutait bien sûr avec les gérants du lieu et puis les gens qui bossaient là le soir. On discutait des limites du truc, comment c'était organisé, qu'est-ce qui marche moins bien. Et du coup, on a gardé ça en tête dans la création aussi, quoi. Et après, on a bien sûr pris plein d'autres idées, quoi, des idées qui venaient de nos envies, nous, personnelles. Et puis on a travaillé aussi avec une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Takaji, et qui étaient des connaissances à nous, qui eux travaillent pour le coup dans les escape games, et qui étaient très intéressés pour co-créer ces salles de défi avec nous sur Lyon. Okay. Et du coup, on a démarré la création des salles de défi par plein de processus, quoi, de brainstorming sur nos envies à nous, leurs possibilités à eux, de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, tu vois, avec toute leur expertise, leur technique d'escape game, en se mettant les limites, tu vois, du gameplay qui dure 15 minutes, coopératif et tout. Et du coup, on a convergé vers ces 3 salles, tu vois. On a Tire-toi une bûche. On voulait 3 salles parce qu'aussi on voulait créer une diversité, tu vois, de jeux. On voulait pas avoir qu'une seule salle avec plusieurs gameplays dedans. Donc on a 3 salles avec une succession de mini-jeux dans chacune des salles, qu'on a fait d'ailleurs évoluer là, récemment. Ok, bon, on va en reparler juste après. Du coup, donc, si on en revient à la question de comment vous avez eu cette idée, au-delà de l'idée barrageux où vous vous retrouvez entre vous, derrière, vous l'avez construit comme ça, en allant visiter des lieux, c'est le plus gros de... Ouais, alors on a démarré comme ça, et puis ensuite on se faisait... bien sûr, on travaillait toutes les semaines ensemble sur le projet, et on a dû faire un peu comme tout le monde pour monter le projet, parce que c'est quand même un projet d'entreprise, donc c'est l'entrepreneuriat, donc on a quand même fait tout bien dans les règles. Donc on a fait aussi une étude de marché. Alors l'étude de marché c'était plus pour avec un questionnaire, tu vois, sur un pool. Je crois qu'il y avait 700 personnes qui ont répondu au questionnaire, okay. et qui répondaient plutôt sur des habitudes de sortie à Lyon. D'accord, ouais. Parce qu'on voulait savoir en fait en fonction des quartiers de Lyon, quelles sont tes habitudes de sortie dans les restaurants, dans les bars, combien tu dépensais pour ton divertissement dans ta vie en général. Et puis on a rajouté aussi des questions un peu très spécifiques au projet, comme par exemple en décrivant le plus clairement possible les salles de défi, essayer de demander aux gens, comme ça, de but en blanc, combien ils seraient prêts à payer une session de salle de défi. Parce que finalement ça c'est un truc qu'on crée de toutes pièces, donc il fallait poser un prix dessus, et puis nous on avait un prix technique et un prix moins que ça c'est pas possible pour nous pour vivre, mais par contre on voulait savoir si le prix trop haut, ça marchera pas, si le prix trop bas ça marchera pas, donc trouver le juste prix. Donc cette étude de marché a permis un petit peu ça, surtout de connaître les habitudes des gens, dans les barrages aussi, parce que nous on était très clients nous personnellement des barrageux,
Mais après, les bars à jeux, ça accueille une diversité de gens Ouais. qui est très très forte, quoi, parce que notamment à Tirtouenbuch, là, aujourd'hui, on a autant des familles, donc vraiment multigénérationnelles, les grands-parents avec les petits-enfants, on a des amis, on a des collègues, on a des amoureux, on a des dates, tu vois, qui se font en bar à jeu, tu vois, parce que c'est moins embarrassant peut-être de se lancer dans un jeu si le date se passe mal ou bien. Et du coup, il y a plein de choses. Donc en fait, tu viens dans un bar à jeu, c'est difficile de faire un profil type. Donc pour nous, cette étude de marché, elle servait à ça. Mais du coup, je sais pas si tu t'en souviens, parce que ça remonte un peu, mais c'était quoi les enseignements de cette étude de marché? Eh ben, notamment, ça nous a pas mal rassuré parce que sur les habitudes de sortie des gens, en fait, sur Lyon, elles sont assez fortes, quoi. Nous, on s'attendait à ce que les gens répondent, oui, bon, ben, je vais peut-être je sais pas pourquoi on s'attendait à ça, peut-être c'était nos habitudes à nous, moi je vais 2 fois au resto, tu vois, par mois, et je vais dans les bars 1 fois par semaine peut-être, ou 1 fois toutes les 2 semaines. Et en fait, c'était plus que ça, quoi. C'était plus à la semaine. Les gens allaient en moyenne 2 fois au resto par semaine. Ah ouais? Ouais, il y avait des moyennes comme ça qui étaient inattendues pour nous. Où nous, on se disait, bon, bah, ça doit être à peu près ça. Pas du tout. Donc, tous les curseurs étaient plus hauts. Je trouve que c'est un peu sous-estimé, mais je pense que les gens, quand même, dans une ville aussi, en milieu urbain, quoi, ces formes de divertissement un peu alternatif, surtout que nous on parlait du bar à jeu, donc on demandait des habitudes de sortie en restaurant classique, en bar classique, mais aussi en bar à jeu, café ludique et tout. Dès que tu dis que tu rajoutes un concept en fait à un lieu, de suite tu gagnes. Il y a plus de gens en tout cas qui sont prêts à, tu vois, à passer leur après-midi tranquille, à venir dans un café jouer, ou alors qui sont prêts à venir manger, grignoter un petit truc, tu vois. C'est moins engageant que d'aller dans un gros restaurant très plat dessert, tu vois. Dans un bar à tapas, un peu dans le style de Tirtouenbuch, tu vois, c'est finalement les gens, finalement quand ils comptent, ils disent ah bah ouais, en fait j'y vais 2 fois par semaine, tel truc, j'ai mangé une planche, tel truc, c'était un bar à tapas. Et en fait tout ça, ça nous a rassurés. Et je pense que ça a surtout servi à ça, parce que je suis même pas sûr que les banquiers m'ont regardé et regardaient le truc. Bon, bien sûr, ça rassure aussi, mais je pense que les gens qui travaillent là-dedans le savent, tu vois, un peu. Nous, on était un peu novices dans ce milieu-là, donc cette étude de marché-là nous a surtout, je pense, rassuré nous. Ok. Oui, parce que ma première réaction, c'est que je me dis, il y a forcément un biais d'échantillonnage des gens qui répondent à un questionnaire sur un bar à jeu. Si tu vas jamais dans les bars, tu zappes, tu réponds même pas au questionnaire, quoi. On l'a pas présenté comme ça, tu vois, on l'a présenté un peu ouverture d'un nouveau lieu, tu vois, et puis au fur et à mesure des questions, effectivement, le projet se précisait, et à toute fin, on présentait les salles de défi, tu vois, pour que les questions soient plus neutres, les réponses soient plus neutres à chaque fois. Mais c'était. Au début, c'est sûr que c'est tes amis parce qu'on l'a diffusé sur nos réseaux. Mais donc, c'est des amis, après les amis d'amis. Mais après, ça allait assez vite. Ça allait assez vite. Et en fait, aussi, je pense que. Il y a une partie du questionnaire qui se chevauchait aussi avec le Covid. Je pense que personne n'avait grand chose à faire par répondre à le questionnaire. Finalement, on avait plus de réponses qu'on pensait. On passait à avoir 200 personnes, maxi, on en a eu 700, 800, je crois. Okay. Donc c'était chouette. Après, et on demandait pas des infos personnelles, mais on demandait de quel quartier de Lyon ils étaient. Du coup, très rapidement, on avait un peu partout. Donc c'était pas mal aussi, quoi. Ça vous a orienté sur le choix du lieu par rapport au quartier ou pas? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Le lieu, on a visité 45 lieux avant de trouver ce lieu-là. Okay. On n'a pas arrêté. Bon, si c'était le Covid avec ça à faire. Mais en gros, c'est aussi parce que c'est compliqué de trouver un lieu sur Lyon. Et nous, on voulait aussi un grand espace parce qu'on avait ce projet de salle de défi. Mais on voulait aussi un bar à jeux assez grand parce qu'on voulait faire de l'événementiel dedans. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc que ce soit d'événementiel classique, quiz, blind test et tout, mais on voulait aussi faire des événements particuliers, tu vois, des grandes enquêtes, des murder parties, des trucs comme ça. Et en gros, on voulait pas un petit lieu, pas un petit café ludique. Bon, en plus, on était 3 à monter le lieu, donc on pouvait facilement faire ce travail-là, quoi. Et du coup, pour trouver des grands lieux sur Lyon, c'est pas facile. Et des grands lieux un peu bien situés, tout ça. Donc, en fait, si on s'était mis une limite sur le quartier dans lequel on voulait atterrir, on n'aurait jamais trouvé. Donc, en fait, on était vraiment large. Le seul contrainte qu'on s'était mis, c'est on essaie d'être proche d'un arrêt de métro. C'est tout, à peu près. C'est ce truc, mais sinon, après, peu importe où dans Lyon, ou Villeurbanne, on se serait installé.
Ça marche. Ok, donc étude de marché, observation finalement, enfin test en réel en allant tester en tant que consommateur. Est-ce que vous avez aussi interviewé des utilisateurs sur leurs potentielles envies, vraiment plus sur le côté usage? Pas vraiment, pas pendant la création, pas trop. On a interviewé bien sûr, les gérants de barrageux lyonnais, tu vois. Okay. On a discuté avec eux, comment eux gérer leur bar, qu'est-ce qui leur plaisait dans le métier, tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment. Enfin, c'est des utilisateurs aussi de barrageux, parce que, comme je pense que les gérants de barrageux, ils adorent les barrageux, mais on n'a pas allé voir vraiment les clients, à part cette étude de marché-là. Ce qu'on a fait, par contre, une fois qu'on a eu les clés, qu'on a fini les travaux, on a fait un petit un soft opening, ça s'appelle. Donc c'est Alex qui a eu l'idée parce que lui il est québécois et ça se fait beaucoup au Québec. Okay. De quand tu ouvres un lieu, le premier mois, d'ouvrir en format restreint et les gens qui viennent sont soit sur invitation, soit c'est que du passage, mais tu peux pas réserver. Tu peux pas réserver pour venir, donc c'est soit t'es invité, soit tu passes devant. Ben, s'il y a une place, bien sûr, tu peux t'asseoir, bien entendu. Mais par contre, c'est format restreint parce qu'on n'ouvrait que 3 jours sur les 6. Et on utilisait les 3 jours, on n'était pas ouvert pour se remettre en question sur nos pratiques, modifier des choses et tout ça. Et du coup, effectivement, là on était plus à la recherche de l'expérience client, là. C'est-à-dire que les gens venaient faire une soirée à Tire-Toi-Une-Bûche. C'était au tout début, donc on tâtonnait sur certains trucs et tout. Et à la fin de la soirée, on leur posait des questions sur qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était mal passé, côté cuisine, okay. côté bar, côté animation. Les gens nous faisaient des petits retours. Et après, en début de semaine, on avait des réunions ensemble, en équipe, non seulement pour nous se mettre d'accord sur nos procédures, comment on travaille ensemble et tout ça, mais aussi pour modifier l'expérience Tire-Toi-Une-Bûche, comment t'amener les gens en salle de défi, des trucs tout bêtes, hein, ou comment tu présentais le concept du bar quand t'étais un animateur, tu vas à la table, mais il faut quand même tout expliquer, comment ça va se passer, l'animation, comment ça va se passer, les salles de défi, et quel type de tapas proposer, tu vois, quel type de cocktail proposer, des choses comme ça. Et du coup, ça, pour le coup, ça nous a servi, ce mois-là, pour avoir vraiment un retour, pour le coup, la dure réalité de, voilà, les gens sont venus, ils n'ont pas aimé ça, ou alors ils ont adoré ça, et du coup, il faut le prendre en compte. Voilà. Et après, à ce mois-là, on a ouvert vraiment normalement. Et bon, en permanence, bien sûr, on reprend les retours des gens, même si aujourd'hui, on va fêter nos 3 ans. Même si aujourd'hui, il y a quand même certaines procédures, on est sûr de nous. On est sûr de nous parce qu'on sait que maintenant, si on en déroge, parfois on essaie, on se dit, tiens, il faudrait qu'on change ça parce que, je sais pas, parce que quelqu'un nous l'a demandé. Et en fait, on change ça et on voit que ça cause plein d'autres problèmes en domino, en cascade. Okay. Et on se dit, ah oui, non mais on se rappelle pourquoi on fait ça. Parce que, en fait, ça cause problème si on fait pas comme ça. Okay. C'est des choses toutes bêtes de placement de table, de est-ce qu'on met 3 personnes à cette table-là ou 4, tu vois, enfin là. Et en fait, ah oui, mais non, parce qu'en fait, il y a des gens qui passent derrière de temps en temps pour aller aux salles de défi, donc en fait, tu peux pas mettre une 4e personne. Enfin, là, je te donne un exemple nul, mais c'est pour te dire qu'il y a quand même une raison pour chaque chose qu'on fait, et qui maintenant, je trouve qu'on converge un peu vers pas mal d'optimalité au moins sur l'organisation du travail pour nous, dans l'équipe, que ce soit au bar ou en cuisine, quoi, ou en animation. Ok. Ouais, c'est vachement intéressant parce que du coup, finalement, la manière dont vous vous organisez dans l'équipe a un impact sur l'expérience vécue par les clients, quoi. Ouais, et... à fond, donc ça c'est cool parce que du coup ça voudrait dire, s'il n'y avait pas ça, ça voudrait qu'on n'aurait aucun levier pour changer l'expérience client et que on va dire, voilà, les gens n'aiment pas le truc, on fait ce qu'on peut, mais ça sert à rien. Non, mais tu vois, ça pourrait être sur les recettes ou sur le plat que tu proposes, des choses plus, du produit entre guillemets, mais là c'est vraiment sur le service, finalement les plus gros leviers de ce que j'en comprends. Et puis c'est aussi notre plus gros retour, si on regarde les commentaires par Google, qui sont, c'est pas ouf non plus comme retour clientèle, nous on préfère les retours directs et tout, mais bon, cela dit, c'est des trucs qui restent objectivement, quoi. Et du coup tu vois que la plupart des trucs c'est super équipe, l'ambiance, les gens aiment bien ce côté un peu. Donc nous on s'appelle Tire-Toi-Une-Bûche, et donc comme un peu au Québec, on va tutoyer tout le monde, mais tutoyer tout le monde avec le respect, donc tout le monde, mais du coup ça te met aussi dans une ambiance un peu particulière. Et en fait au début les gens, il y a certaines tables qui tiquent par exemple sur le tutoiement, mais qui à la fin de la soirée
trouvent ça génial, et puis qui se permettent de faire plus de blagues avec toi, qui se permettent d'interagir plus avec toi, du coup tu les connais mieux. Moi je parle pour mon côté, par exemple je travaille en animation à Tire-toi une bûche, le fait de connaître mieux les gens au fur et à mesure de la soirée, ça te permet de leur proposer de meilleurs jeux adaptés à ceux qu'ils ont envie, quoi. Si tu restes hermétique à la relation, tu vas pas pouvoir savoir, qu'est-ce qui va leur plaire après ce jeu-là, quoi, tu vois. Alors que si tu arrives à vraiment connecter avec eux, tu vas leur proposer vraiment des jeux qui vont découvrir et qui vont vraiment leur plaire et qui vont avoir envie de ramener chez eux, des trucs comme ça, quoi. Et donc ça, c'est très utile en animation, mais je pense que c'est très utile plus globalement pour Tire-toi une bûche, pour l'expérience client. Que les gens soient détendus, qu'ils trouvent que... Et si l'équipe est sympa et détendue, c'est parce que l'organisation du travail derrière, elle est chouette pour tout le monde, parce que sinon personne ne serait sympa et détendu. Tu peux aller dans certains bars où tu vois que les gens, je sais pas, te parlent mal ou alors sont stressés ou quoi, ben c'est que c'est pas leur faute, quoi. C'est que l'organisation le derrière, contexte est marche compliqué. pas, quoi. Ouais, ok. Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum, quoi. Donc, et vu que c'est quelque chose de très organique, l'équipe, puisqu'on a des gens en cuisine, des gens en service, des gens au bar et des gens en animation, il faut que tous ces petits dominos là, il faut qu'ils soient les uns à côté des autres pour que tout se passe bien, quoi. Et que ça se fasse aussi de manière un peu organique, que ça se fasse pas en disant un peu informatisé ou alors en te donnant des informations un peu froidement sur comment ça se passe et tout. Donc en fait c'est tout plein de réflexes à choper. Qu'aujourd'hui, quand on accueille des nouveaux salariés chez nous, il y a toute une formation, tu vois, chez nous qui dure une semaine ou 2 semaines en fonction du poste et où tu es en doublure pendant ce temps-là. Et du coup, on t'apprend ces procédures-là, mais finalement, on t'apprend en fait à interagir aussi avec tes collègues en bonne intelligence et à s'adapter un peu de manière organique, parce que vu qu'on est un milieu, on n'est pas dans des bureaux, on est tout le temps dans un milieu mouvant, parce que chaque soirée se passe différemment en fonction des gens qui viennent. Il peut toujours y avoir des surprises, donc du coup ça sert à rien d'être hyper rigide sur certaines choses. Parfois il faut laisser un peu la flexibilité pour que la soirée se passe bien, quoi. Donc effectivement on a des procédures hyper carrées, tu vois, sur certaines choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont c'est pas de l'improvisation, mais c'est on va dire des ordres de priorité changeants, quoi. Chacun a pour sa fiche de poste des priorités, une. Si tu peux pas faire ça, ben, tu passes à la 2, si tu peux pas faire ça, tu passes à la 3. Okay. Et du coup, ça te donne une flexibilité. Si tu peux pas faire ça et ça, on te donne pas de troisième option, quoi. Non, on te donne troisième, quatrième, cinquième. Et du coup, tu as toujours un truc, tu sais où tu tombes, quoi. Tu sais où tu mets ton pied, quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à créer, je trouve. Là aujourd'hui, si les clients voient les gens sourire qui sont en service ou en animation, c'est que ça se passe bien, quoi. Ouais. C'est ce que tu as dit là sur le fait que quand quelqu'un arrive, du coup il passe 2 semaines à suivre quelqu'un, c'est ça? Non, il fait. Mais par contre, on est en overstaff, c'est-à-dire qu'il y a une personne de trop. D'accord. C'est la personne qui est en doublure avec lui, qui normalement devrait faire son travail à lui, mais bon, qui reste à côté, qui le forme, qui l'aide bien sûr s'il y a un problème. Mais par contre qui doit essayer au maximum de le laisser faire, quoi. Okay. Donc tu fais vraiment le boulot dès que tu arrives, mais par contre t'as quelqu'un en backup ouais. Ok, intéressant. Ouais. Pour pas non plus que la soirée se passe hyper mal si jamais la personne a un problème, quoi. Ouais. En tout cas ça me fait penser à la notion d'expérience collaborateur, qui est comme, tu vois, l'expérience client, l'expérience utilisateur. Okay. C'est un concept que je maîtrise pas plus que ça, je dois reconnaître, hein, mais de ce que j'en comprends, c'est l'expérience que tu vis en tant qu'employé finalement. Et c'est important qu'elle soit soignée aussi, en fait, qu'on soigne pas seulement l'expérience client, mais qu'on soigne l'expérience collaborateur. Et de ce que tu en dis, j'entends qu'en fait, c'est très important aussi pour l'expérience client, finalement. Si l'expérience collaborateur, dans un lieu comme celui-ci, en particulier, si l'expérience collaborateur est mauvaise, l'expérience client sera mauvaise, forcément. Quoi. Parce que tu es aussi la vitrine, surtout que nous, on propose beaucoup de choses en interaction, quoi. L'animation, les salles de défi, proposer des plats aux tables et des boissons aux tables, c'est sûr que c'est aussi quelque chose de particulier, mais en plus, nous, en rajoutant l'animation par-dessus ça, on est encore plus proche des gens, quoi. Parfois on s'assoit à leur table, on leur explique des jeux, donc on passe vraiment un moment avec eux. Donc effectivement, si toi en tant que salarié ou collaborateur de la structure, tu te sens mal, oui,
ça va pas être une bonne expérience ni pour toi ni pour les personnes qui sont là, quoi, qui sont accueillies dans le lieu, quoi. Et du coup, si on revient sur le soft opening, je fais un parallèle un petit peu avec le domaine du logiciel parce que c'est quand même le but du podcast, c'est de voir si on peut faire des liens et puis de voir comment on peut s'en inspirer. Nous, ce qu'on fait le plus souvent avant une mise en production, c'est plutôt des tests utilisateurs où on va inviter des gens à tester le logiciel de manière en autonomie. Okay. C'est-à-dire qu'on va pas les influencer, on va pas leur dire il faut cliquer là, on va leur dire voilà, t'as envie de, je sais pas, n'importe quoi, un site de réservation de vacances, t'as envie de réserver une semaine dans le Luberon, je sais pas. Voilà, comment tu t'y prends? Okay. Et on regarde à quel endroit il y a des points de friction, à quel endroit c'est satisfaisant ou au contraire déceptif. Et puis donc c'est cette chose-là qu'on va ajuster derrière. Donc j'ai l'impression que finalement, alors c'est pas exactement la même chose parce que vous avez pas observé chaque personne individuellement, mais il y a il y a quand même un petit peu cette notion de faire venir des gens et puis d'observer comment ça se passe. D'ailleurs, souvent après un test utilisateur, on débrief aussi. Toi, tu as parlé du fait que avant que les gens, quand les gens passaient à la caisse, ils donnaient leur avis. D'ailleurs, c'était de manière, pendant le soft opening, c'était de manière un peu cadrée cette recherche de feedback ou c'était comme ça, de manière un peu informelle? On n'avait pas vraiment cadré jusqu'à faire un questionnaire et tout. Ouais. Mais on posait des questions, quoi. On posait des questions plus qu'aujourd'hui, tu vois. Okay. À la caisse, là, vraiment, pendant le soft opening, on s'est posé des questions. Voilà, est-ce que l'animation, ça vous a plu, le concept vous plaît bien, la cuisine, est-ce que vous avez mangé un bar, est-ce qu'il y a des choses, des produits que vous voyez pas, que vous aimeriez voir, enfin, des choses comme ça. Okay. Après, il y a des amis à nous qui étaient là, de la famille aussi, qui étaient là, qui avec des yeux un peu plus experts, quoi. Okay. Et qui nous faisaient des retours, eux, directement, quoi. Par exemple, la famille d'Alex, ils ont été restaurateurs pendant plusieurs années au Québec. Okay. Ils sont venus pendant le soft opening et ils nous ont fait aussi des retours à nous, quoi. Nous, on était un service. Moi, je me rappelle la mère d'Alex qui me disait que moi, au tout début, j'étais tellement stressé, ouverture du lieu et tout, j'étais en animation, mais du coup, je décrochais pas un sourire. Okay. Tu vois, j'étais hyper concentré et j'ai du coup un visage hyper neutre, voire pas content quand je suis concentré. Et du coup, elle m'avait fait ce retour, elle m'a dit à la fin, Gaëtan, c'est super et tout, super animation, mais par contre, il faut vraiment que tu apprennes à sourire. Ouais. C'est un métier où tu es tout le temps en interaction avec les gens, donc en fait, c'est vraiment important. Et en fait, et c'est une technique vraiment, parce que c'est vraiment un truc, c'est comme au théâtre et tout, tu es toujours un peu en représentation, parce que tu es toujours devant des gens, même si tu n'es pas à leur table directement, les gens te voient, tu es debout, c'est toi qui es là pour les animer, donc du coup, tu es toujours visible, donc en fait, c'est un peu de la représentation, donc il faut avoir un peu le smile, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un truc, tu vois, c'est mon plus gros retour à moi du soft opening, c'était ça m'a bien servi, quoi. Mais ça, c'était, tu vois, on n'a pas vraiment cadré, mais après, on se faisait pas mal d'auto-retour aussi, vu qu'en fait, je pense peut-être que vu que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier où c'est très très lié, la manière dont toi tu travailles et la manière dont les gens vivent l'expérience. Finalement, ces réunions de début de semaine pendant le soft opening, où le lieu était fermé, on faisait des journées de réunion, on testait des trucs et tout, et ensuite avant d'ouvrir en fin de semaine, et ben en fait on optimisait la manière dont nous on travaillait, et puis en fait finalement c'était assez immédiat, que le service était plus rapide, que les gens attendaient moins longtemps leur bière, que les tapas étaient meilleurs, que l'animation était meilleure, enfin, et du coup c'était évident, quoi. Il y avait vraiment un lien de causalité très très fort, et du coup on a passé vraiment le soft opening à faire ça. Ouais, chaque semaine, en fait, tu avais des itérations d'une semaine où chaque semaine tu C'est t'améliorais. ça l'idée, Ça, pour le coup, il y a un très très grand lien avec le logiciel parce que souvent on fait ça, en fait. On développe, quand on développe du logiciel, on développe souvent, on appelle ça des sprints, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, on développe un pool de fonctionnalités, puis au bout des 2 semaines, on va prendre du feedback. Alors ça dépend de comment tu es organisé, etc. Mais en gros, en tout cas, l'objectif c'est de prendre du feedback pour derrière améliorer. Alors peut-être tu vas développer d'autres fonctionnalités, mais peut-être tu vas améliorer celle-là parce que justement ça correspond pas tout à fait. On se rend compte que l'idée était bonne, mais en fait pas tant que ça. Ou la mise en œuvre a pas fait que finalement c'est pas si utilisable ou ça correspond pas tout à fait aux besoins et donc faut ajuster.
Donc ouais, c'est ce côté très très itératif sur des cycles courts, pour un début, je pense que c'est super adapté. Ouais, c'est chouette, comme process. Ouais. Le soft opening, là, ça nous a beaucoup aidé, nous, en tout cas, à nous rassurer aussi, à nous entraîner, et puis aussi à faire ça. Ouais. Du coup, c'était sur un mois, c'est ça ? Un mois, ouais, on a fait un mois. Ouais. Ok. Parce que, après, il fallait bien qu'on l'ouvre vraiment, parce que pendant ce processus-là, aussi, tu fais pas payer le prix complet aux gens, c'était moins 25%, je crois, qu'on faisait sur tous les produits. C'est comme un happy hour d'un mois, quoi, si tu veux. Ouais. Sur tout. Du coup... oui, financièrement, c'est complètement... C'est pas tenable, quoi, tu vois, par contre, c'est hyper utile. Je pense qu'il n'y a aucun de nous qui regrette de le faire. Okay. C'est un très très bon investissement. Même si c'est un coût pour la structure, ouais, surtout au tout début, premier mois de création, d'ouverture. Ouais, super intéressant. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute, car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum, et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.